Ça va, vas-y, je te caste. Ok. Alors, je vais parler de deux articles qui touchent à tout ce qui est Azure, Entra ID, etc., sur des sujets assez intéressants. Et ensuite, je vais m'intéresser à deux petits outils et un article rigolo sur des redirections dans tous les sens. Du coup, ce premier article, ça va parler, donc c'est un article de Synactive rédigé par Mathieu Barjol, qui va nous expliquer un petit peu en profondeur ce qu'est l'EIPP, c'est-à-dire Entra ID Password Protection. Donc pour une explication rapidos, le Entra ID c'est la partie authentification, gestion des rôles, etc. Sur tout ce qui est Azure, Microsoft Azure 365. Et donc concrètement, EIPP c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre, un mécanisme qui va protéger, faire une protection de tout ce qui est authentification par mot de passe. Parce que je rappelle qu'il y a pas mal de modes d'authentification différents sur Azure. Et là en l'occurrence, la fonctionnalité sur laquelle on s'intéresse, c'est la ban password list. Donc c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée en octobre 2021 et c'est une petite étude, une recherche qui a été faite sur le sujet. Concrètement, en quoi ça consiste la ban password list? Ça va être plusieurs listes, donc la Global BPL, Global Password List, qui a été créée par Windows, qui va donner une liste de mots de passe, de mots qu'il ne faut pas qu'ils apparaissent dans les mots de passe. Donc par exemple, si on s'appelle, je sais pas moi, si on a une grosse entreprise qui s'appelle Google, on va mettre Google, on va mettre YouTube, toutes les autres entités, on va marquer ces mots-là, et dès qu'ils apparaîtront dans les mots de passe, les utilisateurs vont se faire taper un peu sur les doigts. J'explique juste après de quelle manière. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a concrètement deux grosses listes qui existent. La Global BPL, celle dont normalement on n'est pas censé avoir la connaissance, et c'est Microsoft qui la maintient. Et une autre qui peut être custom pour l'entreprise, et donc qui marche pour un tenant. Alors on peut voir que justement celle gérée par Microsoft, par défaut, elle est disponible gratuitement. Mais qu'ensuite, si on va toucher à du on-premise, il faut avoir la licence. Et pareil pour tout ce qui est custom BPL, donc une liste de mots de passe faite par l'entreprise. La liste, elle est limitée à 1000 entrées maximum, entre 4 et 16 caractères. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va rentrer notre mot de passe, il va y avoir une standardisation qui est faite dessus. Donc tout le mot de passe va être mis en lowercase. Il va y avoir une permutation entre tous les caractères lit vers des caractères normaux. Et ensuite, on va venir comparer ce mot de passe normalisé à la liste de banword entre guillemets. Et comment est-ce que ça va se passer pour le calcul des points pour savoir si votre mot de passe est accepté ou pas en termes de force? En fait, à chaque fois que dans votre mot de passe standardisé, il va tomber sur un des mots de la liste qui était écrit précédemment, et vous gagnez qu'un seul point pour tout le mot. Et pour chaque caractère qui ne fait pas partie de la ban list, vous avez un point. Et au-delà de 5 points, votre mot de passe il est accepté. Donc par exemple, si notre mot de passe c'est Google YouTube 123, on aura un point pour Google, un point pour YouTube, et on aura 1, 2, 3 qui sont des caractères acceptés, donc a priori on passe le coup. T'imagines le système où t'as un bout d'API qui te permet de vérifier la qualité de ton mot de passe. Donc tu peux extraire une word list custom en fonction du ranking de ton mot. Tu tentes des trucs jusqu'à faire une espèce de descente de gradient vers les mots intéressants de la word list. Tu veux dire dans le sens où pour optimiser ta word list? Ou j'ai pas compris ton explication? Non, pas tant ça, plutôt du genre, t'as un site qui, pour t'empêcher d'utiliser un mot de passe nul, a fait une word list custom avec des secrets de l'entreprise. Ouais. Et toi, du coup, tu peux tenter de submit quelque chose, mais donc cette API de solidité de mot de passe devient un peu un oracle pour savoir quels sont les trucs importants de l'entreprise. Bon, en vrai, sans doute, là, il n'y a pas trop de trucs cachés dedans, mais ça ferait un petit challenge. Ouais, ça peut être rigolo. Après justement, c'est ce qui va être intéressant, c'est ce qui est expliqué dans la recherche. Justement, j'y arrive, mais c'est un peu ce que tu soulevais comme point. En fait, eux, du coup, en l'occurrence Synactive, ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est se dire très bien, on a ce mécanisme-là, maintenant qu'on le comprend, il faut savoir que ça peut être mis en place sur tout ce qui est on-prem. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on arrive à prendre le contrôle de l'élément qui gère ça on-prem pour dumper les listes de mots de passe interdits concrètement. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ils s'en sont servis pour récupérer, alors du coup je descends un peu dans l'article, mais ils s'en sont servis pour récupérer la liste de mots de passe
qui était géré par Microsoft et qui n'était pas censé être public, etc. Ils récupèrent aussi la liste du coup de custom. Et à partir de ça, eux, dans une idée de faire du red team, etc., ils construisent leur world list en enlevant tous ces éléments-là de leur world list à eux. Et ce qu'ils ont pu voir aussi, c'est la liste gérée par Microsoft. Elle a un total d'à peu près 3000 entrées qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps. On voit qu'au niveau des métadatas, le fichier date d'octobre 2020, mais en soi, il y a des entrées. En fait, comme c'est géré sous forme d'un JSON, ils ont les dates à lesquelles sont rajoutées les entrées. Et donc, on voit qu'il y a des entrées en 2022 et en 2023. Et l'article a été écrit en mars, je crois, 2024. Et il n'y avait pas encore d'entrée en 2024. Voilà. Et il y a quelques doublons à l'intérieur parce que ce sont les valeurs post-normalisation de la liste, de la blocklist, concrètement. Et du coup, ils ont mis à disposition un petit outil qui permet, du coup, il faut quand même se connecter sur l'élément du réseau Windows qui va s'occuper de cet élément-là. Il faut se connecter dessus, lancer l'outil, et ensuite on est capable de récupérer les word lists en question. Enfin, les listes de ban, devrais-je dire. Comment ? Donc de quoi looter un petit peu et de quoi optimiser les brute force. Tout à fait. Futur pentest. Exactement. Mais du coup, article assez intéressant, et petit point aussi qui est intéressant, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il suffit d'une seule licence entre ID P1, donc la moins chère, un seul compte à $5 pour pouvoir avoir cette fonctionnalité qui est mise en place avec le custom. Donc c'est quelque chose d'intéressant en soi, qui est une bonne idée. Parce qu'ils disent qu'il y a sur une grosse liste de mots de passe cassés, ils en avaient 37% au total qui étaient ban, mais ce qu'ils expliquent, c'est que comme c'est authentifié via un mot de passe dans le cloud, c'est pas quelque chose que tu peux brute forcer en local, etc. Donc en soi, ça réduit quand même pas mal les risques de mots de passe pour RAV. Et bref, t'es pas censé pouvoir faire 500 authentifications sur du cloud. Si un petit endpoint qui dépasse 100 bitrate, ça arrive. Hein. Je sais que c'était assez recherché par les bug hunters sur les grosses plateformes, genre Azure et tout. Et il y a déjà eu des gros trucs, encore mieux s'il n'y a pas de log sur l'endpoint. Ça a déjà fait du bruit, côté Azure principalement. Et voilà, donc l'article est assez intéressant. Je suis passé un peu vite sur certains points, donc je vous conseille d'aller le lire, notamment sur la partie comment est-ce que c'est mis en place côté on-prem et sur quel élément il faut lancer le script. Je n'ai pas détaillé plus, mais je vous conseille d'aller lire l'article parce qu'il vaut vraiment le coup si vous travaillez pas mal sur la partie cloud. Moi, je n'ai pas trop compris le coût de la licence à $5 là. C'est juste tu vas à ça pour pouvoir récupérer l'intégralité et te refaire ta tambouille ou Non, en fait c'est concrètement quand tu vas. En fait, c'est pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité et avoir la custom list. Il te faut au moins un compte d'utilisateur avec la licence P1. C'est juste ça. Ça te fait rentrer dans un tiers, le fait d'avoir ne serait-ce qu'une licence. Tout à fait. Absolument. Et aussi une des limitations qu'ils expliquaient sur cette fonctionnalité de sécurité, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais ça me paraît important de le mentionner, c'est le fait que c'est pratique pour des petites entreprises, moyennes entreprises, mais dès qu'on arrive sur des grosses entreprises qui ont un gros tenant avec plein de filiales, 1000 entrées, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant pour pouvoir gérer tous les cas de nom d'entité, produits qui vendent, etc. Si on veut rentrer tout ça pour éviter tous les mots de passe les plus évidents, on se retrouve vite limité. Voilà. Mais en soi, la fonctionnalité est plutôt bonne. Donc, je passe sur l'article suivant. Donc, article suivant de Datadog, qui a été écrit par une chercheuse, Katie Knowles. J'espère que j'écorche pas son prénom de famille. Et l'article est assez récent. Et ce qu'elle explique, c'est des fonctionnalités concrètement sur les administrative units, comment est-ce qu'elles peuvent être détournées pour faire du mal, concrètement. Elle explique bien que c'est pas une vulnérabilité, mais c'est vraiment des comportements prévus by design présents dans EntraID, et c'est quelque chose qui il faut en avoir connaissance dans le cas où on subit une attaque liée à ça, et elle explique aussi des méthodes de s'en prémunir, etc. Moi, je vais me concentrer principalement sur la partie scénario, quels sont les scénarios et qu'est-ce qui pose problème. Je couvrirai moins la partie Blue Team, mais tout est détaillé dans l'article, et vraiment, je conseille d'aller lire parce que rien que la partie Red Team est extrêmement détaillée, et la partie Blue Team, j'ai aucun doute qu'elle le sera encore plus. Donc vraiment, pour les gens qui s'intéressent, les articles qu'ils font, c'est tellement des pavés à chaque fois.
Ouais, mais c'est tellement bien détaillé. Genre, j'adore. Enfin, vraiment, ils reprennent tout depuis le début. Tout est bien expliqué. C'est vraiment du miel. Voilà. Du coup, pour expliquer rapidement, alors j'ai mes petites notes sur le côté. Donc, on va parler de tout ce qui est administrative unit. Ça va être des groupes d'utilisateurs dans lesquels on va mettre des utilisateurs dedans. Ça va leur donner des droits spécifiques. Donc, ça permet un peu de gérer votre groupe d'administrateurs pour un pays, par exemple, etc., etc. Ça permet de faire de la gestion de droits un peu granulaire, concrètement. Et il y a plusieurs fonctionnalités qui sont un peu embêtantes. On a la première, alors oui, bon, là, toute cette partie-là, c'est l'explication de ce que sont les administrative units. Moi, je passe en très rapide. Et ce qui nous intéressait, ça va être concrètement 2 fonctionnalités. Le premier, c'est la restricted management posée sur les j'arrive jamais à retenir AU, c'est Administrative Unit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes qui se trouvent dans cette entité sont protégées de la modification, que ce soit modification de droit, suppression d'utilisateurs, etc. Et ça, pour tous les utilisateurs. Tous ceux qui ne sont pas dans le même groupe. Donc ça veut dire qu'on peut être, en gros, un administrateur avec pas mal de droits sur le tenant, et ben on sera dans l'incapacité d'aller modifier l'utilisateur en question qui sont dans ce groupe-là, tant qu'on n'est pas ajouté à ce groupe-là. Donc vous voyez, on veut revenir, un attaquant arrive, il crée son utilisateur, alors c'est un petit peu plus bas. Tu vois ça, tu penses d'office aux recherches qui ont été faites sur les role-based constraint delegation et compagnie. Ouais. C'est je peux pas, mais machin peut faire ça sur c'est X exactement ça, et c'est un cauchemar. Juste, j'ai du mal à voir la différence entre du coup un AD et Entra ID. Je suis pas un Windows guy, genre vraiment de loin, mais c'est quoi le contexte de ça, de cet outil de... Alors, en l'occurrence, Entra ID, c'est vraiment lié... Alors là, je vous donne les notions que moi j'ai. J'ai eu une formation récemment sur le sujet, donc je maîtrise un peu mieux, mais j'ai pas encore mis énormément les mains dans le cambouis, concrètement. Okay. Mais de ce que j'ai compris, Entra ID, concrètement, ça va être le bloc qui va gérer l'authentification et la gestion des rôles sur tout ce qui va être Microsoft Cloud. Et j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'il va gérer tout ce qui est gestion des droits sur les différentes applications, etc. Donc ça va vraiment être le bloc d'authentification lié à tout ce qui est cloud Microsoft. Mais du coup, c'est plug sur l'AD, c'est pas indépendant. Alors, tu peux l'avoir... En fait, ça dépend de comment toi tu l'utilises. Tu peux l'avoir authentification uniquement via ça. Tu peux avoir soit pour de l'authentification via un second facteur, genre comment dire, pas un second facteur, mais tu peux avoir du on-premise, mais tu peux aussi dire je veux avoir un one login, un SAML, etc. et un SSO, c'est ça le mot que je cherchais. Donc en gros, ils ont fait leur équivalent Okta parce qu'ils en avaient marre que Okta prenne des parts de marché. Okta avec des ACL un peu plus prises en compte. Alors je connaissant pas assez bien Okta, je pourrais pas te dire, mais je suppose que oui. Sur Pad pour se connecter, gérer qui accède à quelle application, avec quel type de règles granulaires, quel type de système d'autant ou d'enforcement, et gérer à quel moment en fonction de quel comportement utilisateur. Je vois que j'ai un collègue qui apporte des détails dans le chat. Dans le chat, c'est lui. Tout à fait. Mais c'est effectivement c'est complètement différent de l'Active Directory on-premise dans le sens où tu peux demander à ce que l'authentification soit fait on-prem, comme tu peux forcer à ce que ça soit fait uniquement via le cloud. En fait, tu as différentes méthodes qui sont possibles. Voilà. Mais c'est décorrélé pour le coup. Entra ID, c'est vraiment tout ce qui va être partie authentification cloud. Ok. Et du coup, pour reprendre, donc cette restriction concrètement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va bloquer donc toutes les personnes n'ayant pas des droits suffisants, sachant qu'il faut vraiment avoir des gros droits pour pouvoir toucher à des utilisateurs qui sont dans les restricted management administrative unit, si on n'est pas dans le même groupe qu'eux. Et là on parle vraiment du global, l'équivalent de l'administrateur de domaine. Ça va être à peu près la même idée, quoi. Quand on est administrateur d'Entra ID, genre global administrator, on peut modifier. Il y a quelques rôles qui peuvent, mais par exemple si on fait partie de l'équipe sécurité et même si on a quand même pas mal de droits, il y a peu de chances qu'on puisse modifier cet utilisateur-là. Et donc le scénario, ça va être de créer un utilisateur, donc là pour ça il faut avoir quand même des droits assez élevés pour faire ça, mais c'est vraiment une idée de persistance. On crée une restricted organizational administrative unit, je vais y arriver.
on ajoute notre utilisateur qu'on a créé, notre backdoor à ce groupe-là. Et du coup, l'impact, ça va être qu'on va se reconnecter à cet utilisateur-là, et cet utilisateur-là, il sera protégé tant que l'administrateur nous vire pas de ce groupe-là. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, il est assez énervé aussi. Ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, ça s'appelle le Hidden Membership. L'idée, c'est que les gens qui sont dans ce groupe-là, toute personne ne faisant pas partie du groupe ne peuvent pas voir qu'ils appartiennent à ce groupe. Est-ce que c'est clair? Oui. En gros, je suis dans le groupe, mais personne ne le sait tant que je suis pas dans le groupe. Et là, vous voyez où je veux en venir, c'est que si on peut faire ça et qu'on peut combiner les deux, là, on commence à avoir des persistances bien moches, quoi, concrètement. Donc ici, je reprends l'exemple rapidos. On a l'attaqueur, on crée un compte, on l'ajoute à l'administrative unit, je vais arriver, qui est caché. On lui met aussi, on le met sur cette même administrative unit, on lui met aussi le restricted, et on se retrouve avec un cas où on ne peut ni voir les personnes dans l'administrative unit, ni modifier ces personnes-là. Et ces personnes-là ont des droits assez énervés. Mais c'est terrible, c'est-à-dire que du coup, après, tu fais comment ton Blue Team Forensics? T'es obligé de prendre un user, d'aller le popper dans tous les groupes un à un pour que lui, de l'intérieur, regarde qui sont ses neighbors? Alors, il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple, je dirais, c'est de prendre l'utilisateur qui est global admin, vraiment l'utilisateur qui a vraiment le plus de droits sur le tenant. Alors, il y a une liste, hein. La liste, elle est donnée. Je m'étais mis... Ah ouais, mais le problème, c'est que je sais pas dans quel navigateur ça va s'ouvrir, donc je vais plutôt remonter. Il y a une liste d'utilisateurs... Voilà, ça c'est la liste des rôles, pardon. Ouais, c'est ça. Des rôles qui peuvent voir les éléments qui sont dans un hidden membership. Et pareil, il y a une liste de rôles pour ceux qui peuvent modifier ceux qui sont restricted. Mais concrètement, ces éléments-là, ce qu'il explique, c'est que c'est des rôles qui sont rarement donnés à des gens dans l'équipe de sécurité, ou alors il faut vraiment que ça soit assez poussé, donc c'est là où ça pose un peu problème. Et concrètement, il y a toute la suite de l'article sur les remédiations. Donc la remédiation principale, l'idée, c'est de supprimer l'administrative unit. C'est juste la virer. Mais il faut d'abord l'identifier, c'est ça qui est un peu compliqué. Et ensuite, il y a toute la partie détection. Que j'ai pas eu le temps de creuser en lisant l'article, mais qui doit être tout aussi intéressant. Donc apparemment il y a l'air d'avoir des audit logs on va sûrement aller regarder la création des administrative units avec ces droits spécifiques là, et puis on va regarder les nouveaux utilisateurs créés qui sont directement ajoutés à ce type d'administrative unit. Ça va être ce genre de règles là qu'on va faire, je pense. J'ai pas creusé, mais je vous conseille vraiment de le lire, encore plus si vous êtes dans la partie Blue Team ou dans la partie même forensique. Si t'as pensé le cloud, tu peux supprimer les logs. Oui, il y a moyen, mais du coup, il y a peut-être moyen que tu aies des alertes avant que la personne ait le temps de supprimer les logs. Par exemple, si tu prends les logs à la volée, tu les processes, je pense que tu peux réussir à attraper la main dans le sac la personne avant qu'elle ait le... vite, ça. Ouais. Après, on en est déjà au niveau de la persistance. Ça veut dire que la personne a peut-être déjà eu le temps de faire d'autres choses avant. Donc bon. Mais c'est quand même pertinent à connaître, et surtout si on va faire de la réponse à incident, de connaître ce genre de choses-là. Donc voilà. Donc vraiment, l'article est hyper intéressant, et toute la partie analyse log, je la laisse en exercice. Oh, je rêvais de dire ça un jour comme si j'étais un prof. Voilà, ça c'est dit. Hop. Petit mic drop. Exactement. Ensuite, donc un outil qui a été proposé par SonarSource qui permet de visualiser rapidement les caractères en UTF-8, comment est-ce que ça se passe niveau binaire, etc. Donc évidemment, on peut mettre les caractères directement ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'amuser à jouer directement dans les bits et créer des... Alors oui, c'est vrai que je peux faire que des 1 et des 0. Cette phrase sera détournée de son contexte. Hop. Oui, tout de suite. Voilà, donc là par exemple, on voit que c'est si je dis pas de bêtises, c'est un harakat, c'est une valeur arabe, le ou, pardon. Mais du coup, on peut s'amuser à vraiment tout changer, jouer avec la partie hexadécimale ou la partie binaire, ou directement écrire, et tout analyser. Donc c'est pratique lorsqu'on a besoin de faire des petits exploits où on joue avec de l'UTF-8 de manière un petit peu poussée. C'est sympa pour analyser, essayer de comprendre un peu des choses qui peuvent se passer de manière bizarre dans vos programmes. Donc c'est rigolo. Ouais,
je vais éviter de mettre des trucs. Je sais pas ce que c'était, mais je testerai pas, dans le doute. Voilà, donc c'est ce que tu veux dire. Je peux te dire. C'est très sage. C'est très sage. Ouais. Voilà. Bon, tu peux. Je peux? Tu peux. Ok, je vais c'est gratuit, c'est bien trouvé, ça fera de mal à personne, tu peux. En avant. C'est vif. Non, mais c'est là on reconnaît les gens matures. Par contre, est-ce que je peux modifier ça? Ouais, sinon je change directement là. Donc c'est 13, c'est ça? Ouais. Oula, waouh. 13. 0, B, 8. 0, B. Ouais, je peux mettre en B majuscule, c'est pas grave. 8. C'est moi qui dis n'importe quoi ou? C'est de l'égyptien. 13, 0, B8, ouais, c'est ça. Mais je peux pas juste le mettre. Sinon, tu peux dorker ça et tu vas tomber dessus direct et on comprendra. Mais c'est vrai que c'est particulier. 13, 0, B. Alors, t'as un 0 devant ton 13. C'est bien 0? Oui, bah oui. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas de raison, oui. On est en hexadécimal. Je me demande, tu vois, vu que c'est censé être encodé. Ah, oui, tu veux dire 0 ici? Non, je l'aurais mis avant ton 13. Avant ton 1, du coup. Avant mon 1? Ah, oui, ok. J'ai compris. Genre aligné. Pas du tout. Si, il y a moyen. Non, il dit dans le chat, c'est du F0, 9, 3. Qu'est-ce que. Alors, ok. On est parti. C'est la chasse au trésor. C'est clairement la chasse au trésor. Donc F0. Tu sais quand tu sais ce que c'est, à quel point c'est la galère pour ça. Tu vas être déçu. 8. C'est bon. Après, peut-être que mon navigateur ne gère pas le truc, mais ça m'étonne. Ça, c'est possible. Tu mets un dork du plus quelque chose? Sinon, je le mettrai. Tu veux dire que tu veux que j'aille chercher l'élément question? T'inquiète, avance, je le mettrai tout à l'heure. Oh, je peux le faire, hein. Vas-y. Je savais pas qu'il y avait un caractère emoji pour. Ok, bon bah on l'a vu rapidement. Par contre, en effet, t'as les images, mais t'as pas les emotes qui sont rendered. Tu vas pas voir la fonte. Je pense que j'ai pas la fonte adéquate. Je pensais que c'était un problème de Linuxien, ça, d'avoir des fontes manquantes et des trucs qui s'affichent pas. Aussi. Voilà, là vous pouvez voir que je suis sur du bon gros Windows, donc pas du tout. Toi et moi ne sommes pas si différents finalement. Exactement. Sujet suivant, donc une petite refonte de Beanwalk, étant donné que c'est un outil que j'ai pas mal utilisé en CTF, qui peut être intéressant sur pas mal d'aspects. Donc c'est une version 3 qui est sortie, qui est encore en état de développement et qui est pas encore considéré comme stable. Mais il y a déjà des releases qui sont faites. L'avantage concrètement, c'est que c'est fait en Rust, ça a été réécrit en Rust, donc c'est plus rapide. Ils ont repris toutes les fonctionnalités précédentes et ils ont ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires. On a notamment de l'output JSON, ce qui peut être intéressant. Ils ont multithreadé l'analyse. Ils utilisent un algorithme un peu plus pertinent pour faire tout ce qui est pattern matching, notamment ça s'appelle le AO-Corasic pour les grands connaisseurs. Alors, je connaissais pas avant de cliquer sur le lien, hein. Spoiler alerte. Et du coup, c'est un algo concrètement qui permet de trouver rapidement plusieurs patterns dans un texte. D'où l'intérêt, puisqu'on va aller chercher des formats de fichiers, des magic bytes, etc. Donc ça peut être intéressant. Ils ont amélioré aussi le file carving, et puis ils ont fait une amélioration de la validation de signature. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai pas compris vraiment l'amélioration qu'il y avait dessus. Enfin, qu'est-ce que ça a amélioré? C'est plutôt ça que j'ai pas compris. Peut-être que ça limite les faux positifs. Non. Honnêtement, je sais pas. Peut-être. En soi, plus tu mets de précision dans la connaissance des structures de fichiers et de file format à ton parseur, plus il va pouvoir savoir s'il est bien en train de détecter quelque chose ou si c'est des magic bytes qu'on match dans des données random d'un PNG ou d'un truc comme ça. Là, plus tu dis c'est tel byte, puis potentiellement tel byte, je comprends. Et du coup, si tu as tel index, alors tu vas aller choper tant de blocs plus loin. Ça peut être ça, aussi bien côté type de fichier et format que côté manière dont la partition est gérée, les types de partitions. Ok. Bah, du coup, a priori, ils ont amélioré cet aspect-là. Puis on peut voir qu'il y a de la couleur sympa, etc. Donc, Tu mets un petit coup de zoom? Ouais. Sur l'image. Si tu veux qu'on puisse voir du texte, ouais.
Sinon. Mais il veut pas me le mettre en plus grand là. Le truc c'est qu'il a pas l'air d'être. Attends, je peux pas zoomer plus que ça, voilà. C'est un peu mieux. Là c'est viable, je pense. Voilà, donc on voit l'analyse. Bon, ça c'est classique, hein, c'est du grand classique, ce Beanwalk. Ils ont juste rajouté un petit peu de couleur, ils ont mis un joli tableau. Mais dans l'idée, ça doit être plus rapide. J'ai jamais eu un Beanwalk qui était extrêmement long de toute manière, fonctionner. Donc bon, les performances, pourquoi pas. Mais c'est plus la partie détection qui m'intéresse sur récupérer des éléments plus pertinents et sur les blobs de données qu'on peut extraire. De toute façon, si Beanwalk commence à être lent, c'est que ton disque il a pris 2 Tera dans la tête et du coup t'as plus de place pour stocker ni inspecter. Donc en effet, j'ai rarement été limité aussi par sa perf. Mais si ça gagne en précision ou que ça t'auto-extrait les trucs avec des noms pseudo-guessés, pourquoi pas. Ouais, bah c'est ça. Donc je trouvais ça intéressant et en soi, comme c'est un outil qui peut être utilisé pas mal en CTF, je voulais le remonter. Voilà. Et le dernier article, alors qui est assez rigolo, donc un article de Lyra Horse, le blog, qui a fait récemment, je crois, qui avait fait un. Alors là, je ressors les infos de ma mémoire, c'est lointain. Mais il me semble qu'il avait fait une genre d'arborescence sur du bug bounty ou sur tous les bounties, combien a été reward par catégorie de bug ou par type de recherche, je sais plus. Celui qui avait terminé son article par globalement, c'est beaucoup trop diversifié, ça manque de standardisation, donc on peut pas en faire grand chose. Je sais plus, mais c'est assez rigolo. Je me souviens juste que l'image, c'est une image de tête de renard en mode triangulaire. Wow. Et c'est beaucoup de tweets fun random avec de temps en temps des tweets dans sa langue native qui doit être, j'ai peur de dire de bêtises, mais un pays de l'Europe du Nord, genre Norvège, Suède, quelque chose comme ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais très rigolo. Et là, en l'occurrence, vous allez voir, mais l'article aussi est vraiment fun. Le sujet, la manière dont c'est traité, c'est assez marrant. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'amusait à faire? Alors, du coup, je dis il, je sais pas si c'est il ou elle. Donc je dirais il pendant la présentation, mais aucune idée. Concrètement, très rigolo. Oui, bon, Chief Viewer, allez, des bisous. Hein. Il y en a 2 qui vont se faire ban. Osef, je continue à parler, je te laisse les bans tranquillement. Concrètement, donc cet article-là, il parle d'une recherche qui a été faite notamment sur les Google Slides. Concrètement, on peut faire des intégrations vidéo dans les Google Slides et c'est dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et c'est là où ça va vite devenir très drôle. Concrètement, il s'est rendu compte qu'en essayant de faire un petit passe traversal, il réussit à revenir à l'origine de base de YouTube. Donc en faisant un embed ././, il arrive à revenir à du youtube.com. Et du coup, ensuite, il peut construire un peu l'URL qu'il veut derrière. Donc déjà, ça, il trouve ça assez rigolo. Il s'amuse à essayer d'inclure un peu ce qu'il veut dedans, notamment des gros emojis tête de chat, voilà. Il inclut un peu tout ce qu'il peut inclure à partir de ça, mais il se dit bon, pour l'instant on peut pas faire des trucs très rigolos, mais c'est déjà ça. Ensuite, il va découvrir qu'on peut faire de la redirection. Notamment, donc il a un open redirect à partir d'un lien qui est de account.youtube.com. Il arrive à rediriger youtube.com/sign-in depuis l'authentification YouTube. En fait, il arrive à rediriger vers où il veut. Voilà, donc déjà ça c'est son premier point. Mais il se fait vite bloquer pour rediriger vers d'autres sites autres que tout ce qui va être du domaine YouTube, Google, etc. Bon, il se dit un peu embêtant. Il va trouver une seconde redirection, cette fois-ci sur account.youtube.com. Et cette fois-ci, il est en capacité de rediriger, donc on est toujours dans une iframe là, de rediriger cette fois-ci vers les slides elles-mêmes. Donc il arrive à inclure les slides dans les slides, concrètement. Ça fait un truc comme ça. C'est beau, ça y est, c'est beau. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, il explique bien qu'à ce moment-là, il a rien de pertinent, mais qu'il continue à faire joujou parce qu'il trouve ça marrant, concrètement. C'est ça que je trouve très drôle. Je sens qu'il va y avoir un bout de script qui intervient sur sa page de Google Script, mais qui va ensuite aller bidouiller autrement, lui fait que ce soit same site ou un truc comme ça. Ah, tu vas voir, mais ouais. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il se rend compte que pour l'instant, il est vraiment bloqué sur tout ce qui va être domaine de Google, concrètement. Donc, il continue à creuser et il se rend compte que il arrive à trouver un domaine Google sur lequel
il y a le bouton partager. Concrètement, partager une ressource. Et ce bouton-là, il a envie de l'avoir pour pouvoir l'inclure dans son iframe, pour pouvoir potentiellement faire partager des ressources à une personne de quelque chose qu'il n'aurait pas souhaité partager, concrètement. Et il explique bien que c'est le seul endroit où il s'amusait à dorker du coup sur Google pour récupérer pas mal d'URL, les tester une par une pour voir lesquelles étaient pertinentes et lesquelles se faisaient pas bloquer par tout ce qui était cross-origin policy, etc., etc. Je rentre pas plus dans les détails parce que sinon ça devient un peu compliqué. Je passe vite, mais juste pour donner l'idée globale de l'article. Et du coup, il arrive justement à faire une demande pour pouvoir partager un répertoire en particulier, et il peut même aller demander à partager la racine de votre chair, par exemple. Donc c'est quand même assez énervé. Mais à ce moment-là, c'est un peu chiant parce que il faut remplir une adresse mail à l'intérieur de la valeur là, et il peut pas le faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un d'abord rentre l'adresse mail à qui il veut partager l'élément, puis appuie sur le bouton donne. Ça n'arrivera jamais, personne va tomber dans le panneau. Du coup, il joue avec les paramètres, il regarde un peu le JS et il se rend compte qu'en fait, si tu mets dans l'URL user to invite avec l'adresse mail, ça l'auto-remplit. Ah, une étape de plus de passer. User auto accept incoming. Non mais ça c'est vraiment, moi déjà je trouve ça incroyable, genre le fait que tu aies le petit paramètre URL qui permet de... placeholder, non, c'est pas déconnant. Là, je suis d'accord que ça te met un clic plus loin de ça va pas bien se passer. Non, mais je comprends le fait de t'as un lien et du coup, mais en fait, j'ai du mal à voir dans quel cas c'est. Enfin, je sais pas, je trouve ça dangereux, mais c'est vrai que comment est-ce que tu fais autrement pour avoir un lien qui permet de revenir sur le fait que tu as déjà ajouté tous tes utilisateurs dans ceux que tu voulais envoyer? Non, là ça te propose d'en ajouter un nouveau, ceux à qui tu as déjà partagé, ça te le met sur la checkbox d'avant, donc là ça te met déjà en mode je suis en train de partager. Par contre, un truc qui est inquiétant, c'est que ça met pas l'email en entier par défaut. Du coup là, si t'as quelqu'un qui crée un mail qui n'a aucun rapport, je vois ce que tu veux dire, le même nom, prénom et la même image, t'as vraiment un biais à te dire c'est la bonne personne, alors qu'en fait ça pourrait être un mail autre. De toute manière, à la fin, il modifie tout le CSS et tu vois plus que le bouton send en fait, je crois. Ouais. Donc in fine, il avait même pas besoin de ça, mais oui, tout à fait, ça peut être embêtant. Du coup, il a tous ces éléments-là, mais il veut aller chercher plus loin parce que actuellement, il a en gros la combinaison des 3 payloads, ça ne marche pas. Et du coup, il explique pourquoi ça ne marche pas. En gros, c'est une question de cross-site. En fait, s'il fait un E15 YouTube tout de Google Edit, il se mange une 403. Mais s'il a un same origin, c'est-à-dire que si l'URL précédente était bien de Google, il n'y a pas de souci. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il passe de son e15.youtube.com à un autre open redirect sur docgoogle.com pour pouvoir ensuite accéder à son dernier, à son edit pour le fameux élément où on pouvait ajouter quelqu'un. Et c'est ce qui lui permet de bypass la sécurité. Donc, il finit par en trouver encore une fois, avec une URL qu'il a réussi à dorks sur Google. Et il remplace le wayo.gov par un A, tout simplement. Et du coup, il arrive à son payload final où il fait du triple redirect pour avoir cet élément-là valide, nickel. Tout ça dans sa slide, je rappelle. Hein. Donc ça fonctionne. Et ensuite, lui s'est amusé à refaire, à tout modifier dans sa slide pour que à la fin il n'y ait plus que le petit send qui apparaît, qui est en fait la chose qui va valider le fait de partager la ressource à cette personne. Et ce qui est dommage, c'est que dans cet article-là, il explique bien tout et c'est assez rigolo. Mais apparemment, il a fait des slides, il a présenté ça dans une conférence. Et il avait fait une autre mise en page assez rigolote avec bonjour, vous voulez gagner un iPad. Et voilà, enfin, il avait fait en mode un peu troll même. Donc, je conseille d'aller voir ça sur son Twitter. Et du coup, il a gagné en dollars 4133,70 centimes, ce qui fait élite, comme vous pouvez le voir en LeetSpeak, avec un petit bonus de $1000 pour cette trouvaille. Ça fait salit. Il y avait déjà le lit avant. Ah ouais, oui, effectivement, salit si tu veux. Mais du coup, assez rigolo comme manière de faire. Et ouais, moi, j'admire la patience, hein, parce qu'honnêtement, la patience et puis surtout de creuser jusque-là l'ensemble des open redirect, etc. Honnêtement, énorme respect. Mais en tout cas, il a l'air de s'être bien amusé pendant le voyage. Donc, un article assez amusant que je recommande.
clairement, il a dû tester un nombre d'URL et de passes différents pour Ah ouais, avoir non, ça doit être, exactement les bons CSP, SOP, same site, Ouais. lax, machin. Ouais, et puis il explique bien, notamment il y a des endroits où on n'est pas sur du header classique. Enfin, il explique bien que des fois c'est le sec fetch site qui pose problème, le sec fetch death, etc. Et il explique tout en détail, donc c'est très intéressant. Je recommande. Qui sont même pas encore ultra adaptés, hein. Enfin ultra adoptés, pardon. Les browsers l'utilisent, les devs qui l'implémentent côté front-back et tout. Moi, je t'avoue que j'ai pas encore creusé sur ces entêtes-là. Du coup, je sais pas exactement ce qu'ils font les sec fetch death et sec fetch site. Moi, je sais qu'ils sont automis par ton Chrome et que dans Burp, quand tu les enlèves pour faire des curls tout faciles à envoyer aux gens qui reproduisent ce que tu fais, ça marche quand même souvent. Ok. C'est là, mais c'est pas encore très utilisé. Ok, moi par curiosité, j'irai voir une autre fois. Il faudra que je fasse aussi. Et voilà, c'était les petits articles que je voulais présenter. Eh bah, pas mal, pas mal. Ah, tu fais Pardon. On casse tout. Pardon, j'aurais dû attendre. Excuse-moi. Pas de soucis. Dry, ça te va? J'en fais quelques-uns à nouveau. Je te passe la main et je reprends la main à la toute fin. Je t'en prie. Allez, et bien faisons comme ça. Maltemo qui a flashbang tout le monde. Ah, je présente mes moi aussi, excuses tiens. à tout l'auditoire. J'ai screenshot et j'ai pas signé l'écran, donc j'ai fait pareil. Les pauvres viewers qui sont tous devenus aveugles. Ah non, Aïe, du aïe, blanc, aïe. je vais trop d'aller dehors maintenant. Non, Oh la vous n'êtes boulette. pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Alors, merci à Gvozek ainsi que Toto qui m'ont cher les tweets de tout à l'heure. Parce que honnêtement, je me suis dit, ah ouais, mais quelqu'un qui a fermé son profil, est-ce qu'il a vraiment pas envie que ce soit vu? S'il y a 42 000 personnes qui te follow, c'est pas vraiment fermé comme profil, donc on se le permet. Donc en effet, il disait Not Authenticated RCE contre tous les GNU Linux Systems plus quelques autres disclose il y a 3 semaines. Full disclosure en moins de 2 semaines, ça a été la galère, mais les devs sont ok. Pas de CVE, pas grand chose qui a avancé. Canonical, Red Hat et les autres ont dit oui, c'est critique plus. Les devs sont encore en train de se battre pour savoir si le bug va avoir un security impact classique. Et ce que je dis à la fin, c'est... Non, c'est plus bas. Bon, on voit clairement qu'il y a du rouge partout. Et il disait... il envoyait des petits trucs gentils, voilà. Je voulais juste ajouter pour la clarté du message que j'ai tellement de respect pour les gens de Canonical qui ont essayé d'aider autant qu'ils pouvaient pour faire en sorte que la médiation se passe bien, mais qu'il a aucune idée de comment ils font pour garder leur sang-froid et leur sang-froid, principalement. Donc voilà, on va voir, potentiellement ça va être intéressant ce qui se passe dans quelques temps. Ça va se spray comme des malades. Est-ce que vous pensez à un futur Log4j-like à venir? Ah bah, on espère pas, hein, parce que les clients en panique qui vont arriver en levant les bras. Ah c'est agréable pour personne, malheureusement. Ouais. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de travail pour les blue teamers et forensic en quelques temps. Ça veut dire potentiellement chômage technique pour les personnes qui sont pas trop en info, parce qu'il y a plein de trucs qui vont se faire juste temporairement désexposer, tu pourras plus bosser avec avant que ça revienne up. Après, ça peut pousser aussi potentiellement à pas mal à pousser des updates sur pas mal de vieux systèmes qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps en mode APT, non. etc. APT install, update. Ça pourrait être à pas jour. mal en vrai. Pourquoi faire? Ouais, je dis ça. Ça pourrait. Un petit wink quoi. C'est ça. On verra. De toute façon, wait and see. Supernova, j'ai téléchargé le binaire et j'ai... Vous en doutez, je voulais pas partager mon écran de tout à l'heure parce que j'étais encore avec mon shell classique. Donc je voulais pas prendre le temps. Je voulais prendre le temps de faire ça proprement. Quand on l'exec, il dit je peux debug, chiffrer. Il est où ton input? L'input, j'ai pris un petit shellcode que voilà, qui fait un cat bin shadow, un truc, cat ECC shadow, un truc comme ça. Pris sur Shellstorm, la base. Et une fois qu'on lui dit Supernova, -H, on va mettre quelques modes, à savoir tirer input. Parce que vous allez voir, il est vraiment pas... J'ai encore fait n'importe quoi. Allez, on la refait. Hop, hop. Input. Shellcode. Puis ensuite, on va dire qui. Taille pour le chiffrement, on va dire 10. C'est vraiment très très sécure. Ça ne veut rien dire dans ce mode-là. Langue, on va le dire Rust. Opfu, on va lui dire IPv4. Var pour le nom de la variable, on va l'appeler
shellcode du turfu. Et voilà. Zoom. Ça donc, encodé nos bytes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 42 bytes. Là j'ai oublié de mettre un truc, don't mind me. Don't mind me, obfuscation, j'ai mis ça. C'est encryption-enc. On va dire par exemple qu'on veut du XOR, parce qu'on est des fous. Tu veux pas un ROT 13? Pas de hash. Non. Donc voilà, ça nous donne une clé qui a été générée, ça dit que ça a XORé, ça dit que ça a fait des choses, ça dit que ça l'a obfusqué en tant que IPv4, donc sûrement les derniers bytes ou un truc comme ça. Mais là où moi je suis quand même assez perplexe, c'est que même si tu demandes par exemple pas Rust mais Go, ok, ça te fait des trucs, très bien. Si on dit qu'on veut pas du IPv4 mais qu'on veut juste le truc tel quel, ça donne des bytes, c'est bien. Mais en fait, ça donne comme du cyberchef, une recette qui a été appliquée sur des bytes. Ça donne pas un truc qui s'auto-unpack. En tout cas, pas à ma compréhension. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, non, j'ai l'impression que c'est juste tu drops ton shellcode dans ton code déjà existant et après démerde-toi. C'est juste pour que sous quel format t'as envie de l'avoir ton shellcode, c'est tout. On est d'accord, mais le truc c'est qu'à partir du moment où t'as déjà cyberchef qui existe ou équivalent en command line, genre cook, et à partir du moment où de toute façon pour pouvoir exécuter ce shellcode, t'es obligé d'écrire une routine qui va le déchiffrer de memory. Si tu t'embêtais à faire la routine qui va le déchiffrer avec la clé, t'es pas à 2 opérations près pour faire le tooling de ton côté qui met la clé. Enfin, je sais pas. Le projet est propre, il a eu un nombre de likes assez conséquent et je suis assez perplexe, pareil, quant à l'utilité finale du projet. Genre, c'est propre, c'est là, ça a l'air de plaire. Au début, je croyais que Ryan contribuait, mais en fait, pas du tout. C'est juste la même image. Et voilà. I don't know. Ouais, c'est sûrement un truc que je rate. Si vous avez dans le chat une idée, vous êtes les bienvenus à nous en dire un peu. Après, j'ai envie de dire les projets comme ça. Enfin, moi, j'ai tendance à like assez vite start des projets que j'ai peut-être jamais utilisés en mode ça peut être intéressant. Et les gens se sont peut-être arrêtés à la belle image du début rapidement. Ah ok, ça a l'air de faire pas mal de trucs et ils n'ont pas testé, tu vois. Bah, tu te dis c'est ça, si vraiment ça chiffre et obfusque ton shellcode, trop cool, mais bon, obfusquer ça met dans un bout de string et chiffrer ça fait de la crypto mais ça te donne pas le truc qui l'auto-déchiffre, donc... Après j'en fais jamais moi, donc je serais pas en capacité de dire si c'est pertinent ou pas, mais ouais, là comme ça j'ai envie de dire que... besoin, mais... Pas forcément. Allez, tirer qui 32. Oups là. Ouais, non. Chacha, il me semble que tu peux pas déchiffrer du chacha en si peu de temps. Bref. Anyway, c'est ce que c'est. Le temps le dira. Mais bon, voilà, tout le cas a l'air prometteur, mais qui sort sans wiki, avec une compréhension partielle de ce que c'est. J'étais un peu sur le cul. Hey, Dizzy Sauvage, bienvenue. On enchaîne avec quelques petits articles d'IA. Il commence à y avoir, donc vous aviez vu, il me semble que c'est Zuma qui faisait déjà un peu de image to vidéo. Il commence à y avoir des premiers outils avec des fronts assez incroyables qui font du vidéo to vidéo. On va pas forcément passer dessus, mais il y a moyen de faire tout ce que vous voyez dans les pubs globalement, sauf que ça commence à devenir accessible au grand public, ce qui est chouette. J'ai trop envie, pas de payer pour ça, mais de choper un système de crédit ou juste que ce soit pas en high demand, parce que l'UI a l'air chouette pour dire tu drop down tes vidéos, tu demandes quelques indications en highlight, tu chopes ton guide, tu fais 2-3 essais. Ça a l'air minimaliste au possible en fait. Donc c'est voilà, hâte de commencer à jouer avec et voir ce qu'on pourra faire. Pour l'instant c'est KO. Donc il y avait ça, il y avait Zuma AI. Voilà, on n'a pas fini d'avoir des beaux outils. En parlant de beaux outils avec un gros Z, vous avez joué un peu avec ou un mini ou un preview et compagnie? Absolument pas. Je touche pas trop à tout ce qui est ChatGPT, mais peut-être ma faute. J'aurais peut-être testé plus de trucs. Ah non, il va falloir. Hein. Bon, pas avec les données de l'entreprise, machin, tout ça. On connaît les... Protéger les données, protéger les chatons, ne donnez pas vos données à tous les GAFAM et maintenant GAFAMO, I guess. GoFoom.
Toujours est-il qu'ils ont sorti côté OpenAI 2-3 nouveaux modèles, en particulier la famille O1. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'ils se sont dit et si on dépensait encore plus de GPU finalement pour que le modèle y pense, il essaye de réfléchir plus longtemps avant de sortir un résultat, donc ça permet d'avoir un état interne qui est encore plus fine-tune pour votre besoin au moment où ça commence à rédiger. Cool. Quand ça commence à rédiger, ça va redemander à lui-même quelques fois. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je peux pas faire un résumé qui rendrait honneur. Donc surtout que c'est leur recette cachée de comment ça marche. Mais globalement, il va faire du chain of thought. Il va essayer de faire différentes pensées, essayer de faire demander à lui-même d'avoir un avis critique sur ce qu'il a généré pour refaire derrière. Indépendamment de tout ce que je pourrais vous dire, testez-le parce que c'est la seule manière de voir à quel point ça fait le café en termes d'IA. Mais c'est ouf de ce que j'ai pu en essayer. C'est vraiment juste... Fais-moi ça s'il te plaît. Bonjour, ton projet est terminé. Merci. Donc il commence à faire ça pour des tâches simples. Il commence à le faire aussi, la pub qu'ils en font principalement, c'est on a essayé de mettre O1 versus des gens qui ont fait leur PhD et demander de faire plusieurs passes dessus. Et on se rend compte que ça arrive à un résultat, je vais pas dire équivalent, mais en le temps imparti, c'est un no-match monstrueux, clairement. Donc voilà, à voir un peu ce que ça devient. Ils ont commencé à caper à 50 requêtes par semaine, là où avant c'était 20 requêtes par jour, donc ça diminue parce qu'on voit que ça consomme masse plus. Mais on va vers des choses très très chouettes pour le futur, vraiment. Et si vous en avez marre de toute l'IA, allez voir des vrais humains. Breakmaster Cylinder, qui est le gars qui fait... Ça va bouger tout le long. Qui est le gars qui fait la musique et la gestion son, il me semble, des podcasts Darknet Diaries. Et ben, il se trouve qu'il a fait une vidéo, enfin un son assez stylé pour l'un des derniers épisodes. Je suis allé voir ce qu'il faisait et juste... Le site est si bizarre, cringe, mais en même temps, tout le contenu qu'il a fait est si original. Et là, je dirais pas cringe, et juste... Allez vous perdre sur sa chaîne YouTube. C'est pas de la tech. C'est que des trucs qui sortent de nulle part. Du bonjour, je fais de la vidéo, des espèces de remakes qui font IA ou qui font pas IA ou qui font juste... Je sais pas, c'est... Oh, le timer de 1 minute par un petit chat mignon, vraiment ça me régale. De 10 minutes, pardon. Ouais, mais le connaissant, ça va être... Non, peut-être qu'il a vraiment fait ça. Mais bon, il y a ça, il fait de la musique un peu baroque, assez stylée, il fait de l'électro, assez cool. Donc voilà, je trouve ça rigolo de voir qu'il y a 8 ans, il a envoyé des petits trucs en disant contactez-moi et je ferai vos musiques. Et c'est un gars en sécu Darknet Diaries qui l'a contacté et ça fait des dingueries depuis des années. Donc très chouette, n'hésitez pas à aller checker un peu ce qu'il fait à l'occasion. Petite passe de news côté YesWeHack. Alors ils font un truc que j'ai trouvé super cool, à savoir donc mettre en avant certains projets open source pour se faire tester en mode bug bounty. Donc c'est des projets en boîte blanche sur lesquels vous pouvez aller lire du code, comprendre comment ça marche et potentiellement vous payer un week-end aux Seychelles ou n'importe où ailleurs. Hein. Ça peut être un week-end chez vous avec un ordinateur ou deux. Les projets qui sont compris dans ces programmes de Disclo Bug Bounty sont supportés par le Sovereign Tech Fund, qui est un fonds indépendant, qui est un fonds indépendant pour voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à l'open source, pour aider aussi bien les maintainers, mais aussi maintenant les hunters à casser des choses. Ils donnent pas qu'au Bug Bounty, ils donnent quand même aussi aux projets pour aider les maintainers solo à avoir un peu d'appui, avoir un peu d'aide, ou à ne plus être solo. Parce que bien sûr, si on trouve des failles mais qu'il n'y a personne pour corriger, ça sert pas à grand chose. Parmi les projets gérés par ce scope, Apache Log4j, nous ne présentons plus le champion. Il y a du Network Time Protocol en mode Rust, donc il y a un effort vers du memory safe, il y a un effort vers de la performance et autres. Cyclodex, je sais pas exactement ce que c'était, oui c'est pour les SBOM. Donc pour générer des artefacts de build, de containers, d'artefacts, de build system de manière générale pour dire exactement qu'est-ce que contient une image, qu'est-ce que contient un artefact. Donc savoir qu'on se chope une lib legacy depuis 2 ans, mais en tout cas en étudiant l'image finale, dans les informations SBOM, on pourra savoir que oui, on a bien tel type de truc qui est présent, et ce sans devoir faire des greps. Vraiment, on exporte l'intégralité. Mais on changera pas grand chose. Mais au moins on saura que c'est là. C'est ça.
Ouais, il donne à chaque fois les qualifying vulnerabilities pour savoir quel type de failles sont cherchées dans les projets. Gnome, pareil, on le présente plus, c'est ce qui crache quand je stream des fois, par exemple. Systemd, c'est ce qui fait que quand Gnome crash, il revient. Ah ouais, c'est terrible. Non, bon, vous l'avez, Systemd, c'est dans le cœur de votre système, ce qui va faire de l'ordonnancement, ce qui va gérer certains composants, ce qui va gérer toute la partie démon, timer. T'as potentiellement même les targets maintenant, savoir si vous êtes en TTY, en graphique et autres. En tout cas, c'est bien en synergie avec le cœur Linux. Genre vraiment. Du PGPJS, du Sequoia PGP pour la privacy. Et voilà. Donc c'est quand même pas mal de programmes sur des technos assez différentes, soit du front, du back, du client lourd, du compilé, du pas compilé, du Java, pour aller faire vos premières armes, lire du code et potentiellement choper quelques deniers. Je trouve ça cool. J'essaierai d'y faire un tour à l'occasion. Un autre article de YesWeHack ce coup-ci. Alors, je vais pas le couvrir en entier, mais globalement, c'est comment faire de la recherche sur des projets en Python, comment faire un lab, quel type de faille chercher. C'est un petit dossier Python, debugging, pentesting and debugging for Python vulnerabilities. Mais aussi pas que pour les vulnes, hein, savoir plugger un debugger proprement, même quand on fait du dev, c'est cool. Donc, il propose un VS Code avec les extensions Python pour avoir les contrôles clics, tout ça. Bien sûr, ne vous lancez pas dans un audit si vous n'avez pas un linter propre, si vous n'avez pas un outil qui va faire le lien entre les différents fichiers pour faire du contrôle clic et revenir en arrière. Le gain de temps est juste non négociable, genre nécessaire. Il a mis un petit superviseur dans son lab pour que si l'appli crash puisse redémarrer. Ça se tient, c'est propre. Un petit bout de code audité, mais on s'en fout un peu. Et il ajoute au lancement de son programme le module debugpy, histoire de pouvoir invoquer le debugger au sein de Python, qui va se mettre soit en écoute, soit qui va venir vers nous. Dans son cas, il va écouter. Launch.json, ça c'est un fichier tout magique. C'est cool que maintenant on ait les ChatGPT et compagnie pour dire génère-le-moi, parce qu'il y a un peu de doc, mais c'est parti de ce genre de fichier que tout le monde se passe via un template qu'ils ont trouvé un jour, ou qu'ils ont reçu de quelqu'un un jour. Parce que lire la doc pour écrire du JSON, c'est pas très fun. Un Dockerfile avec tout ce qu'il faut pour faire tourner tout ça, le lab. Il insiste sur un network à part. Tant qu'à exposer les choses 127.0.0.1 là devant, ça veut dire qu'ils sont exposés en 0.0.0. Tant qu'à faire ça, mettez votre Docker Compose en network host. Comme ça, vous avez tout au même endroit et c'est pas relou. Et si vous faites un network, tant qu'à faire, mettez un 127.0.0.1 devant ou l'IP du subnet pour ne pas exposer ça. Qu'en le disant, j'ai un doute, c'est pas impossible qu'en mettant un subnet, ça prenne le default autre. À vérifier. En tout cas, vous démarrez un lab qui est là pour être vuln. Prenez le temps de vérifier que vous l'exposez pas sur votre IP, sur votre 0.0, sur vos interfaces publiques. Il build, il montre comment ça marche les buggers, il montre que c'est super cool, qu'en faisant du rejeu, on va pouvoir avoir le contenu des variables qui s'affichent, tout ça. En vrai, le reste c'est un peu du détail, mais juste le petit coup de Docker Compose, plus le fichier, lui là, offert par la maison. Je vais scroller, celui-là là. C'est cool, ça fait un petit masterclass avec quel type de failles sont les plus prédominantes en Python. Ils en parlent à la fin, là. Donc c'est un petit dossier gentil. Je m'étais tâté en faire un sur Java et je me suis rendu compte que c'était méandrique. Donc s'il commence à les faire, c'est cool. Ça me fait penser un petit peu aux... les dossiers Synactive sur comment pentester, du Magento, du Laravel, du machin, du WordPress. C'est cool. Allez, encore 2 il me semble et je te repasse la main. Un outil principalement qui nous vient de Portswigger. Avec un premier article qui explique comment ils aimeraient révolutionner la manière dont on fait de la validation d'URL et du coup comment nous aussi attaquants on fait du bypass de validateur d'URL. Et donc ils expliquent qu'il y a différents contextes, que suivant ces contextes il y a différents types de choses qu'on cherche à faire. Est-ce que c'est smuggler une adresse? Est-ce que c'est en avoir une en particulier? Est-ce que c'est juste faire en sorte de pointer ailleurs que l'endroit initial, quel qu'elle soit? Donc voilà, différents types de encoding suivant différents contextes, suivant différents buts recherchés. Petit papier, tout ça pour dire qu'en fait, il y a plein de gens, coucou Agari, plein de gens très chauds, Test, Jumpcattle, bref, on va tous les citer, plein de gens très chauds qui se sont motivés à faire ça. Cool, mon appli a le droit de taper google.com, que voilà, on va prendre l'exemple de tout à l'heure. Hein. Et moi je veux que ça tape, bien sûr, sur lalu.tv.
Voilà, Palo, lalu.tv. Et derrière, on a dit qu'on veut pas que l'intruder, mais qu'on veut everything. Une fois qu'on a everything, on a tout un tas de payloads générés assez sympathiques. Vous en faites une word list, ça part dans Feuf, emballer, c'est peser, au revoir. Je trouve ça super cool. Ça reprend un peu le travail qu'on avait essayé de faire avec Bypass URL Parser, mais dans pas exactement les mêmes conseils, les mêmes, comment dire, pas la même dynamique, parce que là, vraiment, on a une URL qu'on passe à quelque chose et non quelque chose qu'on essaye d'atteindre. Mais je pense qu'on pourrait déjà prendre certaines payloads pour... c'est pas les mêmes use cases. Je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait et que potentiellement, il y en a quelques-uns qu'on a ou qu'on génère qu'ils n'ont pas. Mais ce serait présomptueux. Prétentieux. Ce serait prétentieux. Est-ce que tu sais si cet outil-là, il est, tu peux le hoster toi-même, genre il y a un GitHub, etc. Je suppute que oui, j'avais vu passer URL cheat sheet data, src package, A priori, oui, ça a l'air. Ok. npm run clean non build, ouais. La classique de faut pas mettre des données clients dedans, donc pour aller hoster chez soi, etc. Oui, après, là, en l'occurrence, t'as un domaine qui est trusté, donc tu pourrais mettre juste le domaine, mais c'est pas... Enfin, le domaine, ils peuvent le récupérer de n'importe quelle manière sur Internet. Et ensuite, c'est ton domaine à toi pour faire ton passage de l'un vers l'autre, ou c'est du Burp Collaborator qui est déjà trusté, à moins que tu le self-héberges, ce qui est OK aussi. Depends. En vrai, ça me choquerait pas trop, étant donné que vraiment, on donne juste des domaines. Et pas du code, il n'y a pas trop de propriétés physiques, des choses comme ça. Oui. Mais bon, t'as raison dans le doute. Et donc voilà, là on parle en gros des différents contextes. Est-ce que si on parle d'une URL, est-ce qu'on parle d'un header qui peut être compris ou parsé de plein de manières différentes, ou de cores à zoulouter. Voilà. Je trouve l'outil assez bien fait. Comme d'hab, tu sens qu'il y a un sens du détail qui a été apporté. C'est cool. Puis, il nous régale vraiment pour Swigger avec tous les outils qu'il nous donne nous pour les pentesters, que ce soit des cheat sheets, des générations de payload. Genre là, le cheat sheet XSS, elle est incroyable avec quel navigateur impacté, quel event, etc. Enfin, c'est bon. Ouais, mais c'est un plaisir. Et puis en plus, on peut quand même profiter des super boutons de l'interface Burp Suite dans un navigateur. Et ce gratuitement sans avoir besoin de payer de licence. Yep. Cher Dry, je te repasse la main.